Nous sommes avec Alain Franco, qui est un gérontologue très connu dans l'univers des seniors, qui est aussi le directeur en fait, de l'université Interage à Grenoble. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter mieux que je l'ai fait, et ensuite on va parler des droits de l'homme et des personnes âgées. Vous voulez que je me présente? Oui, j'ai Enfin, été patron de la gériatrie hospitalo-universitaire à Grenoble, avec beaucoup de lits, comme c'est le cas en gériatrie. J'ai été président de la Société française de gériatrie en 2002. J'ai un peu rénové avec notre délégué général alors, qui s'appelait Geneviève Ruot. Et puis, j'ai été également vice-président international pendant 4 ans du mandat français de la direction de cette grande institution qui est l'IAGG, la Société internationale gériatrie et gérontologie. À ce titre, j'ai travaillé sur la question des droits de l'homme. C'est venu naturellement parce que j'étais chargé de monter une équipe aux Nations Unies pour la défense des droits de l'homme en tant que vice-président de l'IAGG. Et j'ai découvert ce champ à l'époque. J'enseignais pas mal l'éthique à mes étudiants que j'avais apprise moi-même. Ce n'était pas une matière qu'on apprenait facilement à la fac. Donc le lien s'est fait entre ma vision de l'éthique par rapport à mon activité de gériatre, de médecin, et puis cette nécessité de parler des droits de l'homme que je maintiens. Je continue encore à aller aux Nations Unies, mais plus près de chez moi maintenant. J'habite Grenoble et donc je vais à Genève, c'est plus facile et c'est d'ailleurs là qu'il y a le Haut Conseil pour les droits de l'homme. Et au niveau de la planète, beaucoup de choses sur les droits de l'homme se font à Genève, quelquefois plus qu'à New York. Et donc je me tiens un peu au courant. Et Frédéric, j'ai compris que vous étiez intéressé par cette question des droits. d'accord, c'est ça, oui. Quand on parle de droits de l'homme et personnes âgées, peut-être dire, on parle de quoi? Peut-être commencer par là. Les droits de l'homme et personnes âgées. On a vécu euh, pendant des milliers d'années euh, une intégration des vieux dans la société par la famille. Et dans les familles patriarcales ou matriarcales, quand les gens vieillissaient, ils restaient au sein de la famille. Donc, quand ils avaient plus de quoi gagner leur vie, ben, très naturellement, ils étaient supportés par leurs enfants qui gagnaient eux leur vie. On a commencé à avoir des problèmes quand la famille s'est singulièrement rétrécie et tout d'un coup, c'est devenu deux parents ou un parent, deux, trois, quatre enfants, mais les grands-parents restaient chez eux et étaient séparés. Et il y a des pays qui souffrent terriblement en ce moment même du fait qu'il n'y a pas de retraite pour les vieux. Donc, c'était le cas en Chine il y a encore très très peu de temps, dans une Chine très communiste et très égalitariste, mais en réalité, c'est pas ça. Quand vous êtes une vieille femme, vous cumulez déjà deux risques qui sont d'être une femme et d'être vieux. Et ensuite, votre fils étant parti à 2000 km dans la grande ville voisine pour travailler, vous êtes seul et vous allez mourir parce que votre fils n'est pas là pour vous donner des sous, pour vous amener l'alimentation. Et donc, il y a donc des problèmes. Et le vieillissement de la population mondiale a été un facteur très puissant de création d'inégalités sociales très fortes et de perte des droits des vieux qui se sont trouvés isolés. Vous savez que la maladie la plus fréquente en gérontologie pour les vieux, c'est l'isolement. 40% des vieux qui vivent en ville, et à Paris par exemple, sont isolés, c'est-à-dire ils n'ont pas de contact proche en dehors de leurs voisins quand ils s'entendent avec eux, qui peuvent s'occuper d'eux. Et donc, en fait, c'est très récent le problème de la perte des droits des vieux. C'est un problème récent. Alors, qu'est-ce que c'est que les droits des vieux? On s'est penché sur la question, sur l'exercice des droits humains chez l'aîné. Rosa Kornfeld, qui est professeure de gérontologie à Santiago du Chili, a été nommée par le secrétaire général des Nations Unies il y a quelques années, en 2016, expert indépendante. Et elle a fait une grande enquête à travers
tous les continents, toutes les régions des Nations Unies. Et voilà les droits qu'elle a identifiés par ordre de besoin ont d'abord été le droit aux soins, le droit à la santé, qui est passé comme l'un des premiers droits, où les vieux de la planète étaient en manque. Le deuxième droit qui est apparu dans son enquête, c'est la protection sociale. C'est-à-dire que c'est bien d'être soigné, mais il faut aussi socialement pouvoir être protégé. Le troisième droit qui est sorti, et pour nous, c'est tout à fait bizarre parce que les Français sont habitués à avoir un système de protection extraordinaire, c'est le droit au travail. Il y a des pays où les vieux n'ont plus le droit de travailler. Au Chili, ou non, pas au Chili, au Pérou, un vieux ou déclaré vieux, alors là je vous laisse choisir votre définition, un vieux déclaré vieux gagne 10% du salaire de quelqu'un de normal et il n'a pas de retraite. Alors il meurt, il ne peut pas vivre. Donc il y a des pays où les vieux crient au secours en disant « laissez-nous travailler ». Alors que nous, c'est un peu surréaliste d'en parler, mais on y a une exception sur la planète, hein, où les vieux ne travaillent pas chez nous. On y reviendra peut-être parce que les vieux auront envie de travailler. Excusez-moi d'utiliser le mot les vieux, comme je dis les vieux comme les jeunes. Je me considère comme un vieux. Et pour moi, le terme de vieux, je l'utilise assez facilement. Mais les vieux, dans certains pays, crient au secours, laissez-nous travailler. Quatrième droit qui est sorti, c'était la non-discrimination par l'âge. Ça devient aujourd'hui, je vous le dis très clairement, le problème numéro un de la planète. C'est la discrimination par un chiffre qui s'appelle l'âge chronologique. Et avec l'âge chronologique, on décide que certains sont au-dessus et que certains sont en dessous. Et c'est une discrimination gravissime. On y reviendra peut-être, mais l'agisme est devenu le souci numéro un, non seulement des Nations Unies, mais en plus de l'Organisation mondiale de la santé qui fait une campagne urgente pour lutter contre l'agisme, la ségrégation par l'âge chronologique. Je peux continuer quelques droits comme ça. Le droit à ne pas être violenté et à ne pas être maltraité, parce que dans la société d'aujourd'hui, les vieux, comme les personnes en situation de handicap, comme les enfants, comme les femmes, enfin les plus vulnérables, sont violentés, sont tapés, sont maltraités, sont volés. On prend leur compte en banque, on ne leur donne pas à manger. Dans les familles, c'est le pire, dans certaines familles. Donc, la société est violente contre les vieux. C'est surréaliste aussi. Je n'ai pas vécu dans ma jeunesse une période où on m'avait appris ça. Eh bien, c'est une réalité même chez nous. Et puis, un autre droit, c'est le droit de participer aux décisions nous concernant. Et ce droit de participer aux décisions nous concernant a été subtilisé peu à peu ces dernières années pour beaucoup de gens. Je prends le Conseil de l'ordre français. On a décidé, simplement parce qu'on voulait se débarrasser d'un gêneur qui s'appelait Gérard Maudru, président de la Caisse de retraite des médecins de France. Je crois que c'était lui. Enfin, je ne veux pas dire du mal, mais oubliez le nom que je vous ai donné. On voulait débarrasser quelqu'un, alors on a inventé une règle disant qu'on n'avait pas le droit de se présenter aux élections ordinales au-delà de 70 ans. Alors, c'était facile, on virait tous les plus vieux de 70 ans. Mais pour virer celui qu'on voulait virer, on a créé une règle qui est totalement criminelle. Totalement criminelle. On n'a pas le droit de faire une ségrégation des droits comme ça, uniquement par l'âge chronologique. Et je pourrais vous en redonner. Alors, participation aux décisions, c'est un exemple. Le niveau de vie adéquat. Il y a un droit d'avoir un niveau de vie adéquat. Mais grâce aux réformes en France, ce niveau de vie est plutôt bon, mais malheureusement, depuis quelques années, on voit à nouveau les inégalités toucher les plus vieux, qui étaient un peu sortis d'affaires, et à nouveau, on les voit replonger vers la pauvreté les uns après les autres. Droit à la formation tout au long de la vie, droit à l'éducation, droit à l'apprentissage. Je milite pour ça dans cette université
Et c'est tout à fait passionnant de voir à quel point on peut créer des laboratoires vivants, on peut créer des nouveautés, on peut écrire des livres quand on est vieux. Et quand on est vieux, on s'ouvre à tous les âges. Donc, une université des vieux, une université du troisième âge est par essence génétiquement ouverte aux plus jeunes et l'intergénérationnel se fait très naturellement de cette façon-là. C'est très, très riche. Droit à l'accessibilité. Alors, on le dit pour le monde du handicap, mais on doit le dire pour le monde des vieux. Ou droit aussi à ce qu'on fasse de la recherche et du développement concernant les vieux, le vieillissement, pour toutes les productions humaines. Les gens âgés ont aussi le droit de participer à la vie et il faut faire plus de recherche. Voilà, de façon un petit peu rapide peut-être, un premier menu de ce qu'on peut appeler les droits humains par les aînés. Et tout ça, ça concerne tous les pays du monde à dose variable. Et si vous voulez, je peux détailler un peu les différences Alors, oui, moi, justement, là-dessus. est-ce qu'il y a un ou plusieurs pays où les droits sont les plus respectés? Alors bon, classiquement, on dit que les pays d'Europe du Nord sont ceux qui respectent le mieux les droits de l'homme. Il y a paradoxalement des pays d'Afrique où les droits des vieux sont très bien protégés parce qu'ils sont encore une société un peu archaïque où le vieux est quelqu'un qu'on doit défendre. Mais c'est en train de changer très vite, notamment dans les grandes villes d'Afrique, où on commence à voir arriver l'agisme et où la défense des vieux est une fable. C'est en train de changer très vite. C'est pour ça que les États africains se sont saisis de cette question-là avec beaucoup de sérieux et probablement plus de sérieux qu'en Europe. Alors, l'Europe vit une sorte de déni et aux Nations Unies, l'Europe fait bloc pour pas qu'on augmente la question des droits des vieux parce que quelque part on pense que ça va coûter cher, ce qui est là aussi une bêtise. C'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Et on a pu être déçu par l'Europe. Alors, quels sont les pays du monde où on s'occupe le plus des droits? C'est l'Amérique du Sud et certains pays d'Europe, dont la Slovénie, qui est un tout petit pays, mais qui est vraiment très en avance. Enfin, l'Allemagne se met à bouger. La France a été très, très en retard, commence à bouger un petit peu. Le Portugal, où le président de la République fait un travail formidable, notamment avec les Nations Unies. Alors, la Chine ne veut pas entendre parler des droits des vieux et elle rompt les relations diplomatiques avec les pays où on s'occupe des droits de l'homme en ce moment. Et je l'ai vécu personnellement pour avoir euh, réussi à convaincre plus ou moins une ministre des personnes âgées il y a quelques années récemment et qui était tout à fait d'accord avec le fait qu'il fallait défendre ça aux Nations Unies et ailleurs. Et cette ministre s'est rendue compte qu'on lui tapait sur les doigts parce que ça gênait les rapports économiques avec la Chine. Donc la Chine est totalement obsessionnelle contre les droits. Et puis la Russie fait plutôt bonne figure parce que la Russie revendique un leadership sur la partie genevoise des Nations Unies. Et puis, voilà, en gros, c'est comme ça. Par contre, il y a des pays où les choses sont terribles, comme au Rwanda ou au Congo, indépendamment des problèmes d'actualité sur le massacre des Tutsis, qui est une chose épouvantable, mais traditionnellement, quand une femme perd son mari, elle devient veuve. Et si elle hérite des troupeaux et des terres, on aimerait bien les récupérer. Alors, il suffit qu'elle ait une petite trouble cognitive, cette dame, et on va la traiter de sorcière. Et les sorcières, dans le droit coutumier, on a le droit de les tuer par lapidation, et on les tue et il ne se passe rien. Et j'ai vu et j'ai entendu un ministre de la Justice, je crois que c'était du Congo aux Nations Unies, qui disait on s'excuse, cette année, on a eu 3000 femmes qui sont mortes parce qu'elles étaient veuves. Donc, il y a des choses absolument affreuses dans certains pays.
Voilà, tout est variable. Dans les villes d'Asie, c'est encore différent. Il faut dire que la mondialisation a énormément d'avantages, mais elle a généré aussi cette question, avec la transition démographique, elle a généré aussi cette question des inégalités qui deviennent criantes pour les vieux. En France, on est plutôt en progression dans les droits ou en régression? Alors, on a un rôle international. D'abord, on a été créateur des Nations Unies, après la Société des Nations qui était installée à Paris. Vous savez, en 1946, la première réunion des Nations Unies s'est faite ni à New York ni à Genève, mais à Paris. Et à Paris, il a fallu rédiger une charte. Alors on dit quelle charte on va mettre entre les pays. Elle s'est appelée la Charte des droits de l'homme. Et puis on a dit, oui, il y en a eu une en France en 1789, on l'a reprise et on a recréé la Déclaration universelle des droits de l'homme avec 5 personnes qui l'ont écrite. Et celui qui a tenu la plume, eh bien, il est devenu prix Nobel, et c'était un Français, hein, je ne sais pas si vous l'avez en tête. Non, non, non. Alors, René Cassin, qui est, qui est Oui, oui, né non. en 1896 et mort en 1976, prix Nobel de la paix en 1968. Voilà. Et il a écrit la Déclaration universelle des droits de l'homme, il a eu le prix Nobel pour ça, la DUDH, et c'est Madame Roosevelt qui présidait la commission. Voilà. Alors, on a créé ça, et puis finalement, au fil des années, on s'est rendu compte que cette DUDH ne suffisait pas. Il y avait beaucoup de choses qui étaient mal faites dans les pays contre les enfants. Les droits des enfants étaient bafoués. Alors, on a créé un traité international qui vient renforcer la DUDH, qui est le traité international pour le droit des enfants. Vous avez entendu parler du droit des enfants. Oui, oui. Puis un peu plus tard, on a fait un traité international pour le droit des femmes. Et vous savez qu'il y a la journée de la femme, les droits des femmes, partout. Tout ça, c'est dû au mouvement des Nations Unies qui avait créé un traité supplémentaire s'ajoutant pour renforcer un peu la DUDH. Puis il y a eu une déclaration sur les migrants. Il y a eu un traité international sur les migrants qui n'est pas forcément respecté aujourd'hui, mais qui est très important. Et puis il y a eu en 2005 quelque chose de vraiment bien qui s'est appelé le traité international sur le droit des personnes en situation de handicap, 2005. Et dans les pays, on a donc utilisé ces traités internationaux pour renforcer les droits nationaux. C'est ce qu'on a fait en 2005 avec ce qu'on a appelé en France la loi Chirac sur le handicap, 2005, qui est une révolution passionnante, mais qu'on n'applique pas pour les vieux, alors que les vieux sont souvent en situation de handicap. Et on ne l'applique pas tellement bien. Mais alors, il y a tout un groupe de gens aux Nations Unies, dont les ONG dont j'étais pour les vieux, l'ONG qui représentait la gériatrie, la gérontologie, qui demandent un traité international pour le droit des vieux. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Et à New York, il y avait une réunion très importante où il y a une nouvelle experte, le secrétaire général des Nations Unies défend ça. Ceux qui traînent encore les pieds, c'est l'Europe, l'Amérique et la Chine. Donc ça ne passe pas encore, parce que si vous n'avez pas l'un des 5 membres permanents vous ne pouvez pas passer un traité international. Donc là, mais ça marche très, très fort. Et ça a commencé il y a 20 ans, cette lutte pour les droits de l'homme au niveau des Nations Unies, dans laquelle je me suis un peu inscrite. Et ça a commencé il y a 20 ans par ce qu'on a appelé la MIPA, la Grande Réunion des Nations Unies à Madrid, qui a été le début de ce mouvement pour les droits de l'homme des vieux. Et on va fêter les 20 ans de la MIPA en 2022. Et juste maintenant, ça commence à bouger aux Nations Unies. Donc, l'Afrique est pour, l'Amérique du Sud est pour, l'Asie est à moitié pour, l'Europe freine, sauf quelques pays, l'Amérique du Nord
est en train d'osciller et ça passera probablement pas encore cette année, mais on va y arriver. L'Europe freine pour une raison que d'après l'Europe, ça coûterait plus cher à la société si on met des... Voilà, l'Europe freine parce que euh, les pays européens sont les pays les plus avancés sur les droits sociaux. Ça c'est clair. Et la France est vraiment le pays qui dépense de loin le plus d'argent pour les droits sociaux. Hein. C'est faramineusement plus élevé que nos voisins. Voilà. Et les ministres, notamment de l'économie, savent que quand on touche aux droits, quelque part, il va falloir leur payer une facture. Et d'une façon un peu détournée, c'est ce qu'on vous fait comprendre dans les couloirs. C'est-à-dire, on n'est pas contre, mais on trouve qu'on a donné beaucoup de droits. Finalement, on n'a pas besoin trop de pousser pour des droits nouveaux. Ça va, voilà, il s'arrête juste avant, ça va nous coûter cher, quoi. Or, c'est pas vraiment ça. C'est vrai qu'augmenter les droits sociaux, c'est probablement sortir son carnet de chèques pour un ministre des Finances. Mais c'est un peu là-dessus que ça freine, si vous voulez. Est-ce que ça peut aussi traîner parce que certains pays vont dire européens, avec la situation du Covid, on a fait des efforts pour les personnes âgées, les jeunes ont fait des efforts pour les personnes âgées, et ce discours, voilà, on ne peut pas encore en plus donner des droits aux personnes âgées, faire une loi du grand âge, par exemple en France, on ne pourra peut-être pas la faire, parce que justement, on risque de braquer les jeunes qui vont dire encore pour les personnes âgées. Alors là, c'est très conjoncturel et c'est une question qui est faite. Il y a un mouvement assez inverse au niveau international, parce qu'en France, c'est vrai que Macron a fait des gros efforts. Alors, est-ce que c'était purement éthique? Est-ce qu'il y avait d'autres intérêts? C'est vrai que les vaccins qu'on a eus, il y avait peu de risques à les utiliser sur les vieux, mais de balancer de l'ARN chez des jeunes, ça pouvait poser des problèmes un petit peu sur le génome, etc. Donc, c'est mieux d'essayer les vaccins chez les vieux que chez les jeunes. Et donc, ça tombait bien parce qu'on considérait qu'il y avait une grosse hécatombe chez les vieux. Mais actuellement, aux Nations Unies, il y a eu une alerte parce qu'il y a des pays où on ne s'est pas du tout occupé des vieux. Pas du tout occupé des vieux. Et donc, sur la planète en général, c'est le contraire qu'on dit. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'occuper des vieux face à la pandémie. La France est encore une fois un îlot un peu particulier. Et est-ce que les vieux ont aidé les jeunes? Oui, on peut le dire, mais ça a été assez dramatique dans les maisons de retraite et dans les milieux gérontologiques. Ça a été très violemment perçu. Voilà. Les vieux ne demandent pas qu'on les gâte plus que les autres, ils demandent des droits égaux. Voilà. Et quand même, n'oubliez pas qu'on a réservé les services de réanimation aux jeunes pendant la première crise. Quand vous aviez Oui, plus que exact. 60, je ne sais plus combien, 75 ans, et on vous disait, mais crevez dans votre EHPAD. Mais ça s'est fait, ça. C'est tout à fait inadmissible. Parce qu'on sait bien qu'il y a même des centenaires qui ont été hospitalisés avec un Covid grave et qui sont sortis vivants de l'hôpital. Donc, il n'y a aucune raison. Mais voilà, alors il y avait plein de vieux dans les réanimations, mais je dirais que c'était parce que la nature l'avait voulu. Je ne suis pas, euh, je ne suis pas convaincu que les jeunes y aient perdu, vraiment, sincèrement. C'est quelque chose qu'on va peut-être dire dans certaines intelligentsias, mais je ne pense pas que ça soit tout à fait vrai. Par contre, on a vu beaucoup de jeunes très négligents par rapport aux mesures barrières et qui ont fichu le feu à la société. Je veux dire, il n'y a aucune raison qu'on soit si en retard en France avec tous les efforts qu'on a faits. On a pris des bonnes décisions. Le premier confinement a été un énorme succès. Et pourquoi ça a flambé? Parce que tout d'un coup, ça a été la folie l'été dernier. Les gens sont partis dans tous les sens et on le paye cher actuellement.
Alors évidemment, comme c'est une maladie très très répandue, il y a des nouvelles facettes, des nouveaux virus qui émergent et qui font leur petite épidémie à leur propre compte avec des nouveaux risques. Et il faut vraiment qu'on en sorte au plus vite. La vaccination étant probablement, comme le dit partout, la bonne solution. Alors pourquoi est-ce qu'on ne vaccine pas les jeunes? Je pense que c'est presque un peu excessif. Je trouve qu'on devrait vacciner les jeunes. J'avoue que j'ai obtenu, moi, du préfet de l'Isère, qu'on vaccine tous ceux qui gravitent autour de notre communauté des apprenants moyenne d'âge 68 ans, hein, dans l'université interâge que je préside. Et donc, on a vacciné les conjoints, on a vacciné les enseignants et tous ceux qui travaillent à tous âges, comme on l'a fait dans les EHPAD. Et ça crée vraiment quelque chose de très bien. Je pense qu'on devrait libérer les vaccins pour tous les âges aujourd'hui, pour éviter ce que vous venez de dire, parce que c'est là-dessus que je crois ce sentiment a été créé. Une conclusion sur le droit des personnes âgées, des vieux? Moi, je pense que la conclusion, c'est il faut vraiment que les gens soient au courant, parce que la situation est vraiment pas normale. Même si on a l'impression que tout baigne, même si on dit que les vieux ont des revenus supérieurs aux jeunes, il y a beaucoup de redistribution derrière les vieux. Beaucoup de vieux soutiennent leurs enfants au chômage, beaucoup de vieux soutiennent leurs petits-enfants qui font des études. Voilà, donc je suis pas. Et puis on voit de plus en plus de vieux malades. Donc je pense qu'il faut le faire. La France est donc dans une situation assez particulière. C'est important aussi d'avoir une vision planétaire et européenne de la question des droits. Il faut accueillir ce nouveau traité international sur le respect des droits des vieux comme quelque chose de très positif. Il faut le soutenir. N'oubliez pas que ceux qui sont jeunes aujourd'hui sont vieux demain matin. Hein. Vraiment, ça vient très très vite. Bien sûr. Merci Alain. Merci Alain Franco. Je rappelle que vous êtes gérontologue et vous dirigez l'université Interage à Grenoble. Merci beaucoup. Au revoir, Frédéric.